on reprend le fil donc avec Gaël Musquet. Qu'est-ce que tu vas nous présenter, Gaël? Un peu comment des citoyens se sont mis à l'open data, que c'est un mouvement qui n'a pas toujours été cool, qui a quelques mouvements autour de l'open data qui sont nés dans la défiance. Ouais. C'est le cas d'OpenStreetMap. Quels ont été nos plus beaux succès? Quelles sont les bases de données ou en tout cas les sujets sur lesquels on bute encore? Et à quoi tout ça sert au final, au bout du bout. Donc je parlerai de 2 projets sur lesquels je suis très impliqué en ce moment. En l'occurrence, la prévision de tsunami, c'est d'actualité. Je m'en souviens. La crise migratoire qui touche en ce moment la Méditerranée. Ok. Avec des personnes qui se noient au large de la Libye et de la Syrie. Voilà, donc 2 sujets fondamentaux et chauds, comme on dit. Ok, cool. Mais merci, Gaël. Il n'y a pas de quoi. Ok. Alors, qui ne connaît pas OpenStreetMap? C'est vrai? C'est vrai? Ah non. C'est bon, ça justifie encore que j'ai du travail, donc ça m'arrange. non, il faut que je travaille encore. Ça justifie que je sois encore là. Alors, OpenStreetMap, même pour ceux qui connaissent, c'est un projet qui est né en 2004 en Angleterre, de Steve Cost, qui était étudiant et qui avait besoin de données cartographiques. Donc, Steve Cost a besoin de données carto, il est développeur web, étudiant. Il dit, l'État va pouvoir me les donner, puisque de toute façon, mes parents et moi-même bientôt payons des impôts, et que ces données cartographiques qui ont été financées par nos impôts, nous appartiennent un peu à nous, citoyens. En fait, non. En fait, non, parce que certaines agences de l'État, certains ministères font payer encore aujourd'hui des redevances sur les données qu'ils produisent. Donc, il se dit quoi? Je vais créer une carte from scratch. Rien. Et ce sont des développeurs qui commencent à créer une carte avec la même gouvernance un peu que Wikipédia. On compare souvent OpenStreetMap au Wikipédia de la cartographie. Donc, l'idée, c'est on utilise ce qui a fait le succès du web, les standards du web, du HTTP, du GET, du POST, qui sont les commandes de base. On crée une base de données clés-valeurs. Donc en gros, ce sont des clés et des valeurs qui permettent de décrire les objets. Et ce ne sont pas, d'un point de vue du paradigme d'OpenStreetMap, des cartographes qui font du web. C'est l'inverse. Ce sont des personnes qui sont issues du web qui veulent créer une carte. Et de ces 6 personnes du début, aujourd'hui en 2016, pratiquement 12 ans plus tard, Google Maps est né la même année, pour vous donner une idée. On arrive à ce résultat-là. Donc tout ce que vous voyez là, c'est des données qui ont été tracées à la main ou de manière semi-automatique par des contributeurs bénévoles. On a un budget qui tourne autour de 100 000 euros par an au niveau de la fondation, un peu moins de 70 000 euros par an pour l'association française, OpenStreetMap France, qui est en fait un des chapters, un des chapitres locaux national d'OpenStreetMap. La communauté française est une des plus dynamiques au monde, quelques dizaines de milliers de personnes, en moyenne 200 par jour qui contribuent, qui cartographient, qui rajoutent près de 1000 km de rues, de traits qui dessinent par jour. Pour contribuer à OpenStreetMap, il faut savoir lire, écrire et dessiner, ou traduire dans une autre langue un toponyme, une adresse, etc. Donc tout ce que vous voyez là, c'est fait main. C'est made in France presque. Et donc, vous avez des rues, vous avez alors rien qui ne vous soit pas familier dans Google, sur ce que vous avez l'habitude d'utiliser, donc Mappy ou d'autres services web. On essaie d'aller un peu plus loin. On fait de l'accessibilité dans les gares, on fait des haies, on fait des monuments, on fait des arbres à l'unité, par genre, espèce, cultivar. On cultive ce qu'on appelle des troubles obsessionnels cartographiques. Alors moi, j'en ai quelques-uns. On a tous. Moi, j'aime beaucoup cartographier les transformateurs électriques, les poteaux incendies. C'est un peu mes lubies. Et puis, d'autres personnes en ont d'autres. Je mets à contribution mes enfants. Donc, pour qu'ils puissent à gauche me repérer des transformateurs électriques sur lesquels ils savent qu'il ne faut pas faire pipi parce que c'est dangereux, on n'y rentre pas parce qu'il y a du courant, etc. Les poteaux électriques, c'est pareil. Attention papa, celui-là il est cassé. On va le signaler aux pompiers. Bref, tous les objets du quotidien pratiquement peuvent rentrer dans OpenStreetMap à partir du moment où ils ont une pérennité dans le temps.
Donc, par exemple, on ne met pas, par exemple, les horaires de transport, même si on met des arrêts de bus, alors il doit y en avoir quelques-uns, les parkings, là où vous voyez une boulangerie, là où vous voyez des escaliers. Donc voilà, je pense que vous voyez à quel point on peut faire vraiment du macramé, du crochet cartographique. J'aurais peut-être dû commencer par là, mais c'est une carte. Ce que vous voyez là, c'est un dé rendu, mais OpenStreetMap, c'est une base de données. En gros, toutes ces données-là sont stockées aujourd'hui sur des serveurs en Angleterre, en France, au Japon, au Chili. On a 2 serveurs en lecture, en écriture, surtout en écriture. On a beaucoup plus en lecture. Et en fait, là, ce que vous voyez, ce n'est qu'une des versions d'OpenStreetMap, parce qu'en fait, c'est une carte qui est libre et gratuite. Alors, c'est cool parce que on a 2 mots en français pour traduire free, comme dans free speech et free beer. Donc, liberté de parole ou bière gratuite, c'est deux concepts complètement différents. Hein. On en aura après ou pas des bières? Je plaisante. Donc, en gros, l'idée, c'est faire reposer cette base de données sur une licence de base de données, la licence ODBL, Open Database License, qui vous autorise à faire plein de choses. Copier, modifier, remixer et même revendre les données d'OpenStreetMap. Donc vous prenez ces données-là, vous avez besoin de la place des Vosges ou de ce grand bassin rond là pour faire un joli pendentif ou une jolie céramique rose ou bleu ou pastel, je ne sais rien. Vous avez le droit de le faire. Et vous voulez vendre cette céramique 400 €, vous avez le droit de le faire. Vous avez quand même 2 obligations. Citez OpenStreetMap comme étant la source de vos données. Donc sous la céramique, vous mettez un petit truc. Les données cartographiques ont été prises sur OpenStreetMap, etc. Et vous avez un devoir de réciprocité. Vous devez partager à l'identique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire partager à l'identique? Il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça, qui nous ont dit « Ouais, on a créé cette notion de réciprocité pour embêter Google. » Et en fait, cette notion de réciprocité, c'est la même que dans l'essence GNU, GPL, du noyau GNU Linux ou d'autres licences libres. En gros, vous voulez utiliser ces données-là. Vous êtes un opérateur de transport. Vous avez 200 arrêts de transport dans votre base de données pour faire fonctionner votre système d'information. Donc vos bus, ils roulent, et puis vous vous rendez compte que dans OpenStreetMap, ils sont tellement bons qu'ils en ont 200 plus que vous. Souvent parce qu'on a latéralisé les arrêts. Donc on a mis un arrêt à gauche, un arrêt à droite. Donc il vous manque cette notion de latéralisation de l'arrêt, et vous voulez récupérer les données d'OpenStreetMap pour enrichir votre propre base de données. Eh bien, le jour où vous faites ça, vous devez publier toute votre base de données, en tout cas celle de vos arrêts déjà, parce que c'est la base d'arrêt que vous allez mélanger intimement. On ne va pas faire la différence entre ce qu'il y a dans votre base de données et ce qu'il y a dans OpenStreetMap. Vous devez publier votre base de données sous une licence compatible ou identique à OpenStreetMap. Ça permet d'avoir des données d'une excellente qualité, comme vous voyez là. Il y a beaucoup de collectivités qui jouent le jeu. Il y a des opérateurs de transport qui jouent le jeu, au premier titre duquel la SNCF. Donc, pour vous donner une idée du travail qu'on a fait avec la SNCF, quand je travaillais encore à la fonderie, en 2013-2014, on s'est associé avec la SNCF pour cartographier toutes les gares d'Île-de-France, l'intérieur des gares. Évidemment le réseau, mais toutes les gares d'Île-de-France. Plus de 40 000 objets. Pour vous donner une idée, alors je vais vous montrer qu'on était un peu obsédé par la carto. Cartographier une gare, ce projet a commencé déjà avec Bénédicte Sillois qui s'est dit, avec ses équipes, qu'on allait inviter toutes les personnes qui ont l'habitude de râler. Donc, ouais, tout le monde, mais... Alors, il faut faire venir les associations, évidemment, d'usagers, les associations de chiens d'aveugles, les associations de personnes de petite taille, les associations de parents d'élèves, les associations d'agoraphobes, les associations de parents et de trisomiques, les associations... Toutes les personnes pour lesquelles le transport est compliqué. Et on se dit quoi? On se dit que si on arrive à produire des données de qualité pour répondre aux problématiques de ces personnes-là, alors on répond aux problématiques de toutes les autres. Et avec une junior entreprise, pendant 1 an et demi, avec une petite vingtaine d'étudiants, on a sillonné toutes ces gares d'Île-de-France pour les cartographier, rajouter les bancs,
rajouter le matériau du banc, rajouter le nombre de places assises du banc, rajouter les distributeurs de seringues et les récupérateurs de seringues pour les toxicomanes. Parce que ça, croyez-moi, aucun opérateur commercial le fait, c'est glauque, mais il faut le faire. Pour la prévention du sida, la lutte contre la dictologie. Croyez-moi, il y a des personnes qui ont besoin de ces données-là. Polémique en ce moment sur les préservatifs. Les distributeurs de préservatifs, il ne faut pas croire, ils ne sont pas toujours bien, voire même cartographiés. Et avoir cette information-là, même en 2016, croyez-moi, c'est compliqué. Et même quand vous l'avez, prends l'exemple d'un ascenseur, l'ascenseur pour une maman, un papa avec une poussette, c'est super. Pour une personne qui est encore un peu autonome, mais qui peut se pousser elle-même avec ses mains, qui est juste paraplégique, donc ça va être encore faisable qu'elle rentre toute seule dans l'ascenseur. Pour une personne qui a des petites difficultés, donc il a besoin d'un moteur et de batterie pour son fauteuil. Ça commence à être un peu compliqué parce que le fauteuil roulant commence à peser. La personne n'a peut-être pas toute la motricité pour appuyer sur le bouton pour aller prendre l'ascenseur. Et quand vous rajoutez en plus de ça un accompagnateur ou une accompagnatrice, l'ascenseur il fonctionne pas parce que personne, plus batterie, plus fauteuil, plus accompagnateur, c'est trop lourd, l'ascenseur reste bloqué. Donc il n'y a pas de problème technique, l'ascenseur fonctionne. Il fonctionne pour des personnes à mobilité réduite jusqu'à un certain poids d'équipement. Même mettre le poids maximal admissible sur un ascenseur, cette donnée-là, en open data dans OpenStreetMap, ça a un intérêt pour certaines personnes qui ont besoin de se déplacer. Ça a permis de mettre en lumière d'autres choses que, par exemple, sur les Grésillons, qui est une gare du RERC, je crois, la gare n'était pas accessible dans certains sens. Donc, dans le sens Paris-banlieue, vous pouvez sortir de la gare si vous avez un fauteuil ou si vous voulez sortir avec vos béquilles. Ou si vous avez une poussette. Dans le sens banlieue-Paris, vous ne pouvez pas. Il n'y a pas d'ascenseur de ce côté-là. Donc, techniquement, dans la base de données de la SNCF, on aurait pu mettre qu'il y a un ascenseur. Oui, mais il n'est pas du bon côté. Donc, on a des itinéraires qui sont impossibles, dans certains sens, pour ces personnes à mobilité réduite. Et il faut évidemment, parce que nous sommes tous amenés un jour à être une personne à mobilité réduite, parce que poussette, parce que béquille, il faut bien sûr que ces données soient dans cette base de données pour permettre à ces personnes, au niveau du calculateur d'itinéraire, donc de la centrale de mobilité, de pouvoir planifier correctement leur itinéraire. Donc là, j'ai pris un exemple extrême. Et aujourd'hui, si vous allez donc sur le portail Open Data de la SNCF, les 40 000 objets que vous verrez dans cette base de données, ce sont des données d'OpenStreetMap. Donc là encore un autre rendu pour nos amis cyclistes qui ont les pistes cyclables à Paris, les points d'intérêt, les bornes où ils peuvent les attacher, les circuits vélos, les fontaines, etc. Là, c'est une carte plutôt orientée transport, donc toutes les lignes de bus avec la latéralisation, la fameuse latéralisation dont je vous parlais des arrêts de bus. Donc là, vous avez un léger halo. Donc c'est aussi de nouvelles manières, avoir cette donnée libre-là, pour les designers, c'est de nouvelles manières de pouvoir représenter en fait le territoire. Donc quand vous faites un halo comme ça, sur une carte de mobilité, ou en tout cas une carte de réseau de bus, moi qui ai des problèmes alors je fais de la carto, mais j'ai un très mauvais sens de l'orientation. Donc là, vous avez une chance sur 3 de vous tromper, quand vous sortez du métro ou que vous arrivez à pied à cet endroit-là. Une chance sur 3 de vous tromper, parce que le bus, il va dans ce sens-là, dans ce sens-là, dans ce sens-là, dans ce sens-là. Donc, je vous laisse imaginer les tracas. Et donc, latéraliser, donc bien mettre la quantité d'arrêts de bus possible et bien utiliser des couleurs, une sémiologie qui permette aux gens de mieux se repérer, c'est important. Et là, c'est un rendu humanitaire qui a été fait en France, un peu pastel, pour bien mettre en exergue des problématiques de réfugiés ou mettre des couleurs vives qui permettraient de permettre aux humanitaires ou aux ONG de pouvoir repérer des points d'intérêt. Je vais vous prendre un exemple encore concret d'OpenStreetMap, c'est la traduction et la translittération des données cartographiques. Alors, Paris, je prends l'exemple de Paris. Alors, la traduction, ça, tout le monde voit à peu près ce que c'est, donc traduire du français à l'anglais, du français au chinois, etc. Mais il y a aussi la translittération, donc la traduction, puisque Paris est une des villes les plus visitées au monde. Comment vous allez traduire dans l'alphabet de la personne Paris. Donc là, vous avez, un peu comme sous Wikipédia, on a beaucoup de Wikipédia qui contribuent aussi à OpenStreetMap,
toutes les traductions qu'ont amené évidemment les contributeurs et les translittérations de Paris qui permettent aux gens qui sont à Paris, qui vivent à Paris, qui se baladent à Paris, d'avoir des données cartographiques dans leur langue. Là encore, problématique économique de certains producteurs de données cartographiques, mais pas que. Le français est la langue officielle en France, mais je suis créolophone. Certains d'entre vous peut-être parlent le breton, l'occitan ou le corse. Et on ne pense pas à nous, alors que nous sommes français, hein, on parlait des Gaulois, nos chers élus politiques, etc. Bon, nous, ça se traduit concrètement, les origines territoriales et régionales dans les données cartographiques. Je vais vous expliquer pourquoi. Sur une de nos victoires, il y a une personne d'Étalab tout à l'heure qui était là. Vous voyez qu'il y a 4 jolis logos sur le portail de la base adresse nationale. C'est-à-dire qu'avant 2014-2013, il y avait 3 bases. Il y en a même plus parce qu'il y a des opérateurs privés qui ont leur propre base d'adresse. Mais avant, au niveau de l'État, des services de l'État, il y avait 3 bases. Donc une produite par l'IGN, une produite par la Poste et une produite par les impôts. Alors évidemment, ces 3 entités ont des intérêts divergents, voire parfois convergents, mais différents. L'IGN, évidemment, c'est une cartographie métrique, hein, on mesure le territoire, travail de cartographie. La Poste, un intérêt surtout distribution de courrier. Donc à la limite, votre maison, ils s'en fichent. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est bien mettre la lettre dans la bonne boîte aux lettres et repérer la boîte aux lettres pour bien mettre au point d'adresse qui va bien distribuer le courrier. Les impôts, bon, je pense que tout le monde sait pourquoi ils ont besoin de notre adresse. C'est surtout aussi mesurer, mais mesurer la surface que vous occupez pour lever l'impôt. Ce qui a été génial, c'est qu'en 2009, les services des impôts, la DGFiP, donc ils gèrent le cadastre, cadastre.gouv.fr, ils avaient créé un web service, ils ont créé un web service qui s'appelle Cadastre, qui permet pour environ 30 000 communes françaises de disposer, vous avez vu, hein, c'est ces cartes jaunes et blancs avec vous rentrez votre commune, qui vous reçoit le numéro de parcelle, qui peut vous aider évidemment quand vous achetez ou vendez un bien, d'avoir bien entendu le maîtrise de l'ancien propriétaire, du terrain, le bornage, etc. Et que cette transmission du patrimoine que vous allez acquérir ou que vous allez vendre se fait dans les règles de l'art et que vous respectez bien entendu la propriété de vos voisins. Ce qui est génial, c'est que les services des impôts, à l'époque, se sont dit, écoutez, tant que vous ne reconstituez pas totalement le cadastre, vous pouvez faire des travaux dérivés de ce cadastre. Donc, tout le bâti que vous voyez dans OpenStreetMap est issu directement, de manière automatique et semi-automatique, de cette base cadastrale. L'adresse arrive dans cette base-là quand on discute avec les pompiers, les SAMU, qui nous disent, on n'a plus les moyens d'acheter des données chez certains opérateurs. Donc, ils achètent des données chez Téléatlas, devenu TomTom. Ils achètent des données chez Navtech, devenu Nokia IR. Mais ça a un coût. Ça a un coût déjà d'acquisition tout court et ça a un coût d'acquisition de mise à jour, parce que le territoire, il vit. Donc, ces opérateurs-là mettent à jour les cartes, sauf que vous connaissez un peu la pauvreté en ce moment des services publics. Hein, on coupe, on supprime. Donc, nos services de secours, dont on a très besoin, même eux n'y échappent pas et n'ont pas les moyens de s'acheter des données qui permettent de sauver nos vies. Donc on leur a dit non, mais on va vous ouvrir le RGE. Enfin, c'est une base de données produite par l'État. Donc ils prennent ces données-là et ils se disent mais là, si on route un véhicule, des fois on route des ambulances en sens interdit sur les autoroutes quand même. C'est grave. On risque de faire déjà qu'on a des gens en danger. Si on en remet d'autres en danger, c'est un peu grave. Et donc de ces travaux avec ces services de pompiers de secours sort un hack. Donc on a commencé à décompiler tous les fichiers PDF de toutes les villes vectorisées de France, l'année 2013. Donc ça veut dire télécharger tous les PDF de cadastre.gouv.fr. On a fait tomber les serveurs, mais ça a justifié qu'ils s'en achètent des plus puissants. Vous voyez, chef, le service il a du succès. On a énormément de téléchargements et tout. Donc ils ont acheté des serveurs plus puissants qui nous ont permis de faire ça un peu plus vite, de stocker ces données-là et de les décompiler. Alors, décompiler un fichier PDF, pour nous, le PDF, c'est pas de l'open data, ça peut être, c'est de l'open content, mais c'est pas de la donnée. Donc, il a fallu transformer un document en donnée, et cette donnée qui nous intéressait dans le cadastre était juste les lettres et les chiffres, et la position de ces lettres et ces chiffres. Alors, lettres et chiffres, c'est
toutes les adresses, il a fallu décompiler les A, les B, les C, les A majuscules, les B majuscules, les C majuscules. Ensuite, trouver l'orientation des lettres, les recoller, les 1, les 2, les 3, les 4, les 5, les virgules, les espaces, recoller ça avec une latitude et une longitude, et ça nous a donné, après quelques petits hacks de quelques jours, quelques nuits blanches, à environ 14 millions de points d'adresses. Donc pratiquement toutes les grandes communes, donc ça fait quand même 30 000 communes, il nous en manque 6 000 qui ne sont pas vectorisées, ce sont juste des scans de plans napoléoniens parfois. Mais de ces communes vectorisées, on a réussi à, un peu comme un extracteur de jus Minute Maid que j'affectionne, KitchenAid que j'affectionne, mauvaise pub, je ne sais pas si j'ai le droit, mais extraire ce jus, en fait, cette donnée de ces PDF-là. Et on est allé à Ajaccio, voir un peu tous les services qui avaient besoin, qui produisaient cette donnée d'adresse. Et évidemment, la question, c'est comment des gus dans leur garage font pour produire ce que l'État n'a pas réussi à faire en 15 ans. Vous savez, 15 ans que les sénateurs demandaient aux services de l'État de créer une base, pas 3, pas 4, pas 5, pas 2, une base, adresse unique qui serve à tout le monde. Ça existait au Danemark. On a invité des Danois à venir nous montrer en Île-de-France, dans les musiques de la région Île-de-France, mais comment au Danemark, ils avaient réussi à faire cette transition de « je fais payer une redevance pour avoir une donnée, je mutualise cette donnée, l'État me garantit les pertes financières liées à la suppression de la redevance, mais je deviens interlocuteur unique pour toutes les données d'adresse du Danemark. » Et donc ça, le ministère de la Ville l'a fait, et on a copié complètement leur méthodologie, et à force de tordre des bras, de donner des croche-pattes, de se faire menacer, de quelques moments de solitude, vous avez 4 logos au bas de ce fichier base adresse. Et pour revenir à l'occitan, au breton ou au créole, quand vous allez sur les outils et que vous cherchez une adresse, vous avez carrément en fait le même niveau de service que l'on est en droit d'attendre d'un web service aujourd'hui. Donc vous avez non seulement un fichier d'adresse, mais vous avez aussi tous les logiciels qui permettent de gérer cette adresse. Et donc là, en gros, en espérant que la connexion Internet veuille bien marcher, ouais, ça devrait aller. En gros, je vais vous taper wet, ça va aller, ça charge, hein, ça va venir. Voilà, vous avez vu, c'est parce que la connexion est lente, mais j'ai à peine tapé wet. Alors pour des gens qui vivent en Alsace, vous avez des toponymes avec 6 S. Et ne pas trouver la bonne rue parce qu'il manque un S, c'est le drame pour un pompier. Là, vous êtes en Martinique et vous avez des noms de rues particuliers. Donc là, la Oued Bécune, c'est une ruelle, mais c'est en créole. Donc quand vous avez quelqu'un qui vous appelle dans un centre d'appel et que cette personne est créolophone ou qu'elle parle corse ou le breton et que l'opérateur au bout du fil ne parle que français, ça devient compliqué. Ce sont des Français, hein, mais qui parlent une langue régionale. Alors vous avez ce premier problème de la traduction en langue régionale parce que les bases adresses nationales ne sont pas faites pour les langues régionales, déjà. Mais vous avez des gens qui parlent que cette langue-là. C'est là à La Réunion, vous allez en Corse. Vous avez un deuxième problème, c'est que quand certaines communes ont été fusionnées, on n'a pas dédoublonné le nom des rues. Donc vous avez à Lille, on parle d'une grande ville quand même, 90 noms de rues en double, en triple. Alors faites un AVC rue Victor Hugo. Oui, mais laquelle? Je vous laisse imaginer la panique de la personne qui est au bout du fil, mais aussi de l'autre côté. Parce que l'AVC, il faut quand même aller très vite. Vous avez des rues qui ont un double nom, un nom corse et un nom français. Sauf que le nom français, c'est pas comme tout à l'heure Paris, c'est pas la traduction en langue corse du nom français, c'est complètement un autre nom. Donc la personne, elle est devant une plaque, il y a un accident, alors c'est comme par hasard, l'accident c'est devant la plaque, elle lit le nom de la plaque, elle appelle les services de secours et elle dit qu'elle est à telle rue. Vous imaginez aujourd'hui à quoi doivent faire face depuis des années les services de secours qui sont, pour certains, aujourd'hui, quand vous appelez dans un centre d'appel, au crayon à papier et au papier, pour transmettre les coordonnées GPS d'un lieu sur lequel ils ont une intervention, en 2016. Donc vous oubliez urgence, docteur Doolittle, pas Doolittle, docteur House, tout ça. C'est de la science-fiction, tout ça. En France, aujourd'hui, quand vous appelez un hôpital, il commence à se doter de ce genre d'outils. Et tout ce que vous voyez là est basé sur ces travaux communautaires faits aussi avec les services de l'État, donc hygiène, poste, impôts,
pour avoir à la fois, évidemment, aujourd'hui, plus de 20 millions de points dans la base. C'est le premier point, compléter le travail qu'on avait fait initialement. 2, travailler sur la recherche. Vous avez vu que j'ai à peine tapé wet qui me soumet tous les noms de rues qui vont bien, un peu sur certains web services que vous avez l'habitude d'utiliser sur vos smartphones, pour aller d'un point A à un point B, ou pour commander certains chauffeurs privés. Et vous avez derrière tout ce qui m'autorise tout ça. Vous savez, la soumission automatique floue. Vous oubliez un S, vous en mettez 4 et pas 3. Mais tout ça, ça a été fait par un policier, préfecture de police de Paris, qui a donné de son temps. Alors, il n'était pas destiné à ça, mais c'est aussi ça l'open data. C'est pas que de la techno, c'est pas que des données. C'est ça que j'essaie de vous faire rire un peu. C'est beaucoup de relations humaines, de personnes, de synergies qui se disent j'ai peut-être une petite solution pour toi. Et petite solution, discussion, échange, rapport, notes, réflexion, accident, mort, blessé, ça donne ça. Et aujourd'hui, la France peut dire, je participerai à l'OGP dans quelques semaines, la France peut dire, et se targuer, c'est ce qu'elle a annoncé d'ailleurs pour bien se faire voir auprès de l'OGP, l'organisation pour un gouvernement ouvert, l'Open Government Partnership. La France aujourd'hui peut se targuer d'avoir une base adresse et des web services autour de l'adresse. Alors, c'est pas toujours magique. Et je prends la discussion qu'on avait tout à l'heure sur les 3 ans pour l'emploi, pour avoir des données. Quand j'étais encore fonctionnaire, j'avais demandé à RTE, à certains producteurs d'électricité, de nous donner les points, les pylônes, les poteaux, les transferts électriques, en fait, tout ce qui caractérise un réseau électrique. Donc RTE, ERDF depuis devenu Enedis. Et ils nous ont dit non. Ça nous a énervés. Alors, OpenStreetMap, on est beaucoup dans la défiance, je parle beaucoup de l'évolution des espèces. La communauté française est la 2e plus puissante au monde en termes d'activité. Parce que en face, on a des gens qui sont très durs. Et donc, c'est un peu comme les becs d'oiseaux qui ont servi à Darwin faire sa théorie. La data, elle est dure à avoir. La graine, elle est dure. Nos becs sont devenus très durs aussi. Donc, je vous ai parlé du hack au niveau de l'adresse. Pour les réseaux électriques, c'est pareil. On nous dit non. OK, ça se fera avec ou sans vous, mais de toute façon, on y arrivera. Donc, il y a, 5-6 ans, on a demandé donc à RTE, Enedis, des données à votre bon cœur, les données autour des réseaux électriques. Ils nous ont dit non. Ils disent toujours non. Sauf que là, je ne sais pas si vous voyez la date, 22 novembre 2013, on a publié ces données d'infrastructure réseau électrique qui ont été extraites d'OpenStreetMap. Donc aujourd'hui, elle n'est pas là pour le voir, mais aujourd'hui, 3 ans plus tard, après l'ouverture de ce portail Etalab, vous avez encore comme seul producteur de données sur les réseaux électriques des citoyens. Le seul fournisseur aujourd'hui de ce genre de données-là, sur lequel s'appuient d'ailleurs ces opérateurs, sur lesquels s'appuient d'ailleurs des startups, des PME, des TPE, des fournisseurs, des éditeurs de logiciels de ces opérateurs électriques, OpenStreetMap. Officiellement. Alors, la donnée, évidemment, n'est pas d'autorité. C'est pas grave. C'est mieux que rien. Donc, 3 ans plus tard, j'étais avec eux hier, donc je peux vous raconter cette anecdote. J'aurais dit, vous savez, vous m'avez toujours pas dit oui. Et ils m'ont dit, ouais, mais vous avez déjà tout, c'est pas la peine qu'on vous entende. Je dis, ouais, mais vous avez perdu 3 ans quand même. 3 ans dans le numérique, c'est 30 ans. 30 ans, vous imaginez quand même ce que ça représente dans l'industrie tradie. Et après, venez pas nous parler de burisation, tout ça. Parfois, il faut juste du bon sens. Et en fait, il y a quelqu'un, un passionné, qui a tweeté le 13 novembre, il y a une dizaine de jours, 13 novembre, qui a tweeté que 95% du réseau 400 000 volts français, donc c'est lui, il a des troubles obsessionnels cartographiques sur le réseau électrique, François Lacombe, que je salue s'il me voit. Tout ce que vous voyez là, vous pouvez télécharger, ça pèse 7 mégaoctets, tout le réseau électrique français, 400 000 volts, et ce qu'il annonce, c'est que le 225 000 arrive. Ce sont vraiment des données d'infrastructure qui permettent de modéliser, qui permettent de mieux traiter, qui permettent de mieux faire fonctionner le réseau électrique. Vous imaginez si RTE avait pris ces données-là ou avait commencé à travailler avec nous il y a 3 ans, où on en serait aujourd'hui? On aurait peut-être des interfaces web, ils ne seraient peut-être pas contraints par des éditeurs de logiciels sur des logiciels privateurs qui les forcent à passer à la version 9, la version 10, la version 12 de leur logiciel. Et si vous ne payez pas 100 000 au bas mot,
Ben, vous n'avez rien, vous n'avez pas de support, mais vous n'allez pas prendre ce risque-là, parce que vous devez faire fonctionner le réseau quand même d'autorité, enfin le réseau qui relie toutes les grandes métropoles françaises. Vous ne prendrez pas ce risque-là en tant qu'industriel. On perd du temps. Et ce temps perdu-là, ce sont des petites PME, des petites TPE qui ne peuvent pas montrer à quel point elles sont brillantes. Comme Google, quand il était encore une petite TPE, montrait à quel point son moteur de recherche et son algo de recherche étaient puissants. C'est un peu ça qui se joue. Et c'est pour ça que je parle vraiment de cette partie pratique. Parce qu'on nous dit, oui, mais de tous ces portails open data, combien d'applications concrètes sont sorties? Je sais, oui, mais ils ont que nous, ces petites TPE, PME pour pouvoir travailler. Alors, je salue évidemment la SNCF qui a franchi le pas. On peut toujours mieux faire. Ce que je veux montrer sur cet exemple-là, c'est qu'il y a des choses qui ne marchent toujours pas, qui sont pourtant simples à mettre en ligne, mais que vous avez quand même des passionnés. Vous avez quand même des gens qui, grâce auxquels, puisque François ne s'est pas juste contenté de faire cette jolie carte-là, il a défini ce que c'était que la cartographie d'un réseau électrique sur le web. Donc, de facto, la France, avec François Lacombe, devient le pays qui émet cette norme, quelque part, qui permet de modéliser ce réseau-là. Au-delà de la donnée, c'est la manière dont on va l'écrire, la langue, le langage dont on va l'écrire. Et ça, on ne le valorise pas assez dans notre pays. J'aime bien sortir cette anecdote. Je vais vous montrer une vidéo tout à l'heure qui utilise Videolan. Videolan est le premier éditeur de logiciels français. On ne le dit pas. C'est fini ? Bientôt. C'est mon dernier onglet. En tout cas sur le réseau électrique. Quand on parle de routage, donc là on route de l'électricité, mais ça peut être des personnes, on fait souvent des tests dans OpenStreetMap pour vérifier que toutes les données sont bien routées. Donc là, le serveur met plus de temps, là en l'occurrence il y a plus de latence entre le serveur et l'ordinateur, mais en gros vous avez quelques millisecondes à chaque fois pour calculer des itinéraires intercontinentaux. On est plus rapide que Google, je tiens à le préciser. Et les logiciels qui font ça sont libres. Donc imaginez pour un service de pompier qui a besoin de router différents types de véhicules. Alors ça peut être des motos, ça peut être des estafettes, ça peut être des camions, ça peut être des grues. Tous ces véhicules-là n'ont pas le même gabarit, le même poids, ne peuvent pas emprunter les mêmes itinéraires. Mais imaginez juste base adresse plus base électrique plus calcul d'itinéraire rapide, ce que ça apporte à un service de secours. Et je parle volontairement de ce cas extrême-là pour vous parler d'un autre, qui est la simulation de tsunami. Donc la communauté OpenStreetMap, on en a eu un peu marre d'être tout le temps sollicité. Chaque fois qu'il y a une crise, on travaille sur Ebola, on travaille sur le séisme en Haïti, Fukushima. On arrive toujours après, comme les gentils geeks qui aident les ONG à cartographier, recartographier un territoire. Et ce qu'on a voulu faire là, c'est arriver avant. On sait qu'il y a des tsunamis qui vont frapper notre territoire. Nice, la Côte d'Azur, le dernier c'était 2003, c'est l'île de Boumerdès qui a frappé avec une surcote d'1 mètre le territoire provençal quand même. 3 mètres au Baléares de surcote. Donc il y a des tsunamis en Méditerranée, 70 000 morts en 1908. Alors on veut faire de la France une big data nation. Bon, si on ne prend pas les données big data historiques, on ne va pas s'en sortir le jour où il y aura un cataclysme. Et on s'est dit, on va partir faire un exercice qui est organisé par les États, mais très mal réalisé par l'État français, en Guadeloupe, et mais pas qu'en Guadeloupe, sur comment on utilise tout ce dont je viens vous parler là pour faire face à une crise qui va de toute façon un jour ou l'autre arriver. Et plus le temps passe, plus ça fait longtemps que c'est arrivé, plus cette date ultime où ça va arriver, elle va arriver, plus on se rapproche. C'est pas parce qu'un les tsunamis arrive très rarement qu'ils n'arrivent pas et qu'ils ne vont pas nous frapper encore plus durement que par le passé parce qu'on a urbanisé les côtes. Les 10 personnes que vous voyez là sont parties à Marie-Galante avec moi. Avec 33 000 euros, on a affrété, donc on a pris billet d'avion pour aller à Pointe-à-Pitre. De Pointe-à-Pitre, on a pris 3 avions. On a opéré et affrété nos propres avions, nos propres drones, nos propres pilotes, nos propres dronistes. Vraiment des activistes au sens hack du terme, au sens noble du hack, évidemment. Nos capteurs sismiques, nos stations météo, nos données pour qu'on puisse préparer un territoire petit, où je suis né, à faire face à une catastrophe majeure. On est quand même 6 mois après l'inondation, on va faire un exercice, un peu moins de 6 mois après l'inondation qui nous a frappé à Paris. Est-ce que vous savez, si la Seine recommence à monter, où vous devez aller? Est-ce que vous savez ce que vous devez faire? Pourtant, on a fait un joli exercice qui s'appelle Sequana. Vous avez tous vu
des belles images 3D avec des super données qui montrent un peu où ça va être inondé le jour où la Seine monte. Et quand on est parti faire cet exercice-là, on s'est un peu moqué de nous en disant mais que diable vont faire des Franciliens en Guadeloupe préparer un tsunami? Il n'y a pas de tsunami en Île-de-France, il n'y a pas de mer. Mais on a la Seine. Je dis Gaël, attends, la Seine, on aura le temps de la voir monter. Hein, même en la voyant monter, le jour où on avait le plus besoin d'infrastructures pour pouvoir mesurer cette surcote de la Seine, le marégraphe est tombé en panne. Pas de data. On a tous retenu notre souffle. On a vu monter ce cours d'eau qui traverse notre capitale, comme la capitale du 5e pays en termes de puissance. On a eu 14 morts. Donc, le Premier ministre a transmis ses condoléances aux familles, mais on a quand même eu 14 morts en voyant la Seine monter. Imaginez ce que ça serait sur le territoire français. Et vous ne savez toujours pas comment faire si jamais la Seine recommence à monter. On pense tous que la RATP, la SNCF, Enedis sauront quoi faire, mais vous restez chez vous, vous sortez, vous allez dans un gymnase, vous allez à Passy, vous allez à Issy, vous allez où? Qu'est-ce que vous faites? Vous ne savez toujours pas. Notre boulot à nous, citoyens, c'est inscrit dans la loi, c'est que nous sommes tous en théorie responsables de notre propre sécurité. Et avec Cariboué, ce qu'on a voulu faire, c'était un peu à partir d'événements catastrophiques, tristes, qui quand même appellent la mort, montrer qu'on n'aime pas la mort, pas tant que ça, qu'on aime quand même plus la vie, et comment tout ce dont je vous ai parlé avant cet exercice-là peut nous aider à être plus en sécurité au sens naturel du terme. Évidemment, si on arrive à régler ces problèmes-là, on arrive à régler tout plein d'autres, un peu ce que je vous racontais sur la SNCF au début. Si on arrive à faire face à un tsunami avec nos données, avec nos capteurs, avec nos technologies, avec nos protocoles, avec le web, on arrivera à faire face à pratiquement tous les autres problèmes auxquels sont confrontés notre société. Et ce sera mon mot de la fin et j'attends vos questions. Wow, ok. Merci Gaël pour cette note enthousiaste. Ok, alors des questions. Jean-Pierre. Tada. J'étais là. Ouais. La question de Jean-Pierre. J'espère que je ne vous ai pas fait peur. Est-ce que quelqu'un a des questions? Oui. Alors, normalement, on a ce qu'on appelle des PPRT, PPRI. En gros, quand vous avez loué votre appartement, vous l'avez acheté, on vous a remis un document photocopié de photocopie que vous ne comprenez plus parce que la force, il se dégrade. Mais vous avez tous reçu, au moment de la location de votre appartement ou de l'achat de votre appartement ou de votre maison, un document qui vous dit à quel risque vous êtes exposé. Et qui vous dit techniquement comment échapper à ce risque-là. Donc en gros, la Seine, effectivement, on aura le temps de l'avoir montée, mais vous avez des ERP, des établissements recevant le public, qui sont mobilisés, réquisitionnés, pour vous héberger. Donc ça va être des écoles, en périphérie évidemment, plus loin possible évidemment de la Seine. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour les Parisiens, on est quelques millions sur ce territoire-là. Ça va être compliqué. Et je n'ai pas encore eu de réponse définitive à cette question, mais il y a des gens qui y travaillent. Mais là, quand vous cartographez, ce que vous faites là pour prévenir les tsunamis, ouais, tout à fait. Ça veut dire que ça permettra d'envoyer les secours de façon plus efficiente. Tout à fait, et surtout que les gens soient autonomes. Où sont les gens ? Voilà, que les gens surtout soient autonomes, que les gens se débrouillent tout seuls. Parce que quand ça arrivera, vous serez tout seul. Vous n'aurez pas un ministre qui viendra vous tapoter l'épaule ou un policier ou de la police nationale qui viendra mesurer la taille de votre maillot de bain. Non, vous serez tout seul, autonome. C'est là qu'on voit un peu aussi la vision que doivent nous donner nos hommes politiques. Qu'est-ce qu'on nous transmet ? On vient de faire face à 2 crises majeures en Nouvelle-Zélande et au Japon hier soir, Nouvelle-Zélande le week-end dernier. C'est quand même impressionnant de voir ces pays être extrêmement humbles face aux éléments et dire qu'on aurait encore pu mieux faire pour nos citoyens. Toutes les cartes en Nouvelle-Zélande d'évacuation et ces lieux-là sont disponibles en ligne, en PDF. Et donc, pour le Chili, c'est encore mieux. Vous entrez sur un site qui s'appelle Familia Preparada, votre adresse, papa, maman, petit frère, petite sœur, où travaille papa, où travaille maman, où je suis à l'école. Et en fait, ce site génère automatiquement un PDF qui vous dit ce que vous devez avoir comme ration minimum en termes d'aliments et d'eau, mais aussi les lieux de rencontre. C'est-à-dire que papa est mort parce que son bâtiment s'est effondré sur lui, mais maman est vivante. Voilà où on se rejoint le jour où nous sommes séparés parce que on passe plus de temps au boulot et à l'école qu'en famille réunie.
C'est ça aussi, c'est ces questions sociales auxquelles on ne pense pas. Et c'est ce travail-là que vous faites Tout à fait. Comment on produit, comme la base adresse nationale, des plateformes, des services, des web services qui permettent aux gens d'être autonomes. Déjà, juste 3 choses. Les informer qu'ils sont soumis à un risque. Donc, Paris, c'est pas très compliqué. L'inondation, éventuellement des attentats, mais bon, ça c'est plus lié à l'activité humaine, on va dire, anthropique. Des accidents industriels, du gaz, voilà. Ça, c'est les problèmes qu'on peut avoir. Informer. Ensuite, former. Une fois que vous êtes informé du risque, il faut qu'on vous forme pour savoir quoi faire. Et une fois que vous avez eu ces 2 formations et informations, on vous alerte. Et c'est là qu'il y a encore un nœud, mais ce serait trop long, la conf. C'est là où il y a un nœud, c'est qu'on ne sait pas alerter les populations. Alors, on fait des applications mobiles, mais on ne pense pas à l'infrastructure qui permet de router l'information vers l'application mobile en question. Je vous laisserai lire un peu les documents et la presse là-dessus, ce que j'ai pu dire jusqu'à présent. Beaucoup de gens y travaillent. Moi, je veux du résultat. Enfin, en tant que citoyen, voilà. Ce que je veux, c'est du résultat. J'en ai pas grand-chose à faire de la taille des maillots de bain des gens sur les plages. Moi, ce que je veux, c'est que les services de police, les services de pompiers en question aient les moyens de travailler, aient les moyens de créer des infrastructures qui permettent d'alerter, de former et d'informer les populations. C'est une bonne réponse. Merci. Puis après, évidemment, je suis à votre disposition. Ok. Si vous voulez discuter. Ouais. Merci Gaëlle, c'est chouette, ça fait plaisir de revoir le projet Carib Wave et puis de voir que tu es toujours actif sur ces questions. Comment est-ce que peuvent te contacter les gens ensuite s'ils ont envie de poursuivre ces échanges? Twitter. Radila, c'est le plus Radila, rapide. Ouais. Je suis plus trop joignable, on peut plus trop débarquer dans mes bureaux parce que maintenant je suis sur une base militaire, parce que l'armée s'intéresse évidemment de très très près à ces questions-là. Donc j'aide un peu les soldats à se préparer à Armageddon, on va dire. Finalement, entre hier et aujourd'hui, vous voyez. Mais sinon, je suis sur la base Ariane 105 à Évreux, donc je porte l'insigne l'unité où je suis hébergé en tant que civil. Donc pareil, n'hésitez pas, si vous êtes de passage dans la région ou en Normandie, je suis en résidence là-bas, dans les locaux de la CCI de l'Eure, qui est juste à côté de la base, pour les rencontres plutôt orientées civiles ou sur des choses légères, on va dire. Enfin, plus légères que ce qu'il y a sur la base. Bon, ben. Voilà. Ouais, ok. Merci Gaëlle. Et tu fais quoi maintenant? Alors, j'ai monté une société qui est hébergée par l'armée de l'air. Et du coup, je conseille des civils la plupart du temps, mais aussi des militaires sur tout ça. Sur OpenGov, comment on implique les citoyens, comment on s'inspire du civil pour innover, pour sécuriser, pour se défendre, pour dissuader. Je ne suis pas militariste dans l'arme, je suis plutôt désobéissant, mais c'est une unité qui est aussi définie comme désobéissante, qui a comme devise ad impossibilia tenemur, à l'impossible nous sommes tenus. C'est un peu ce qui nous arrive là avec les tsunamis et puis toutes les crises auxquelles on va être confrontés pour plein de raisons. Donc j'ai volontiers accepté d'être hébergé pour ces questions-là, parce que c'est une unité extrêmement pragmatique, très féminisée, parce qu'on parle de Hadawik. Vous avez vu qu'il y avait des filles. Donc on avait l'ingénieure radio qui travaillait les réseaux, c'était une femme, pour reconnecter la Guadeloupe continentale à l'île de Marie-Galante. Donc c'est une unité extrêmement pragmatique, 500 hommes et femmes qui sont capables de projeter les aéroports de l'armée de l'air, enfin les bases aériennes, n'importe où dans le monde en 2 semaines. Donc il n'y avait rien. 2 semaines après, il y a un aéroport avec des avions et 500 personnes qui travaillent. Administrateurs réseau système, météorologues, chiffreurs, etc. Voilà, c'est mon nouveau terrain de jeu. Et j'ai volontairement accepté cette invitation-là pour justement être capable de traiter des choses plus légères, plus simples, avec des moyens civils. Voilà ce que je fais dorénavant. Top.